Bonsoir à tous. Après les universités publiques, le grand débat s'intéresse ce soir à la reprise des activités académiques dans les universités et instituts privés du pays. Des grandes écoles qui accueillent des milliers d'étudiants chaque année avec l'accompagnement de l'État pour l'encadrement de ces structures, mais aussi avec un appui financier s'agissant notamment de l'inscription des élèves et étudiants boursiers qui sont inscrits dans ces écoles par l'État du Niger. Un appui financier qui fait parfois défaut car de nombreuses grandes écoles privées accusent des mois et voire même des années d'arriérés de paiement des frais de scolarité par l'État. Comment s'effectue la reprise des activités académiques dans ces universités et instituts privés du pays? Les promoteurs de ces grandes écoles sont-ils prêts pour cette reprise des activités académiques? Dans quel état d'esprit se trouvent les enseignants, parents d'élèves et étudiants pour cette reprise des activités académiques? Pour aborder toutes ces questions, nous avons convié sur ce plateau les principaux acteurs du secteur. Et comme invité, nous avons Dr Grema Moustapha, maître de conférence, directeur de l'enseignement supérieur privé au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Dr Siraji Chebou, président de l'association nigérienne des centres, écoles et instituts professionnels et techniques. Madame Dia Amina Ablaï Koutoubi, directrice exécutive de l'université Jean Jaurès, et Monsieur Bakim Batoure Al-Mustafa, secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la reprise des activités académiques dans les instituts et universités privées du Niger et comprendre comment cette reprise des cours va-t-elle s'opérer au niveau de ces grandes écoles. Pour entamer cette émission, cette question, comment s'effectue la reprise des activités académiques dans les universités et instituts privés? Les inscriptions sont terminées ou pas et on espère combien de nouveaux étudiants cette année? Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci, M. Abdoulaye Tchemabou, pour votre invitation. Et merci à la RTN de nous donner l'occasion de parler de l'enseignement supérieur privé. C'est ça. Voilà, merci à tous ceux qui sont sur le plateau, autour de cette table. D'accord. Voilà, et merci à vos téléspectateurs aussi qui sont en tout cas devant leur poste de nous regarder. Voilà. Et surtout pour l'intérêt qu'ils accordent à ce thème. D'accord. Bon, pour les établissements privés d'enseignement supérieur, ce n'est pas comme les universités publiques. Ok. C'est quoi la différence? La différence, déjà en nombre. Vous avez 8 universités publiques avec des grandes écoles. C'est ça. Au niveau des universités publiques et privées du Niger, nous avons 197 établissements. 197. Ok. On a fait le point. Il y a 40 qui sont non fonctionnels et 157 qui sont effectivement fonctionnels. Aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, pour la rentrée, je disais, ce n'est pas comme dans les universités publiques. Bon, ces établissements, avant d'aller en vacances, ont fini leur enseignement, ils ont fait leur évaluation. Okay. Le 1er septembre, normalement, la rentrée doit se faire. Le 1er septembre passé. Voilà, parce que l'année n'est plus une année de 9 mois, mais c'est une année divisée en deux semestres. En 2 semestres, d'accord. Voilà, et chaque semestre doit faire normalement de 14 à 16 semaines, enseignement plus évaluation compris. D'accord. Voilà, donc ce n'est plus l'essentiel, c'est qu'on atteigne les 16 semaines d'enseignement et d'évaluation. Et donc, ces établissements, peut-être les promoteurs vont ajouter. Voilà. Maintenant, en termes d'effectifs, l'enseignement supérieur privé contribue à peu près à 30% de formation d'enseignement supérieur. Voilà, avec un effectif, en tout cas en 2024, de à peu près 30 000 étudiants. Okay. Voilà. Au besoin, on peut donner les répartitions par région. Voilà, avec en tout cas Niamey qui a le plus grand. Ah oui. Oui, Niamey. Le gros lot. Le gros lot, déjà en termes d'établissement. À Niamey, on a 141 établissements. 141 établissements à Niamey. Oui. À Zender, on a 12. À Tilaberi, on a 3. À Tawa, on a 7. À Maradi, on a 18. À Dosso, 8. À Difa, 1. Et à Agadez, 7. Donc, si on parle d'établissements privés, c'est-à-dire on a des universités, des complexes et des groupes et centres
des écoles de santé et des grandes écoles et des instituts supérieurs. Donc c'est tout ce monde-là qui fait à peu près 197, où il y a 157 qui sont fonctionnels pour le moment. Opérationnels aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, ce nombre est un peu élevé, ce qui fait qu'à un moment au ministère, on a dit il faut qu'on arrête pour faire un peu le bilan. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toute création nouvelle ou ouverture est arrêtée pour le moment. Pour le moment. Voilà, pour qu'on fasse au niveau du ministère. Du ministère. Voilà, pour qu'on fasse un peu le point et voir vraiment est-ce qu'il faut continuer toujours à ouvrir des établissements privés d'enseignement supérieur, même si au quotidien les gens nous sollicitent qu'ils veulent ouvrir, mais quand même avec 197, c'est trop. Voilà, on va s'arrêter, faire un peu le bilan avant de continuer. D'accord. Voilà. Merci, Dr Guillemot. Merci. Docteur Siraj, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Comment s'effectue la reprise des activités académiques dans les universités et instituts privés? Et je profite, les inscriptions sont terminées ou pas, et on espère combien de nouveaux étudiants cette année? Parce que vous gérez directement. Merci beaucoup, M. Ablaï Tiamogo. Je remercie aussi votre antenne. La RTN. Surtout par rapport à cette émission, Grand Débat, que j'ai l'habitude de suivre. Et au passage, je dois dire c'est extrêmement quelque chose d'important pour nous, les citoyens, parce que c'est la seule voie par laquelle, n'est-ce pas, on peut s'exprimer, on peut dire c'est notre vécu. Librement. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous félicite. Et je vous encourage. Merci. J'ose espérer que ça soit continuel. Ça va continuer. Parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Ça va continuer. Ça fait aujourd'hui plus de 2 ans qu'on est là. D'accord. Voilà, on achemine, on va vers la 3e année. D'accord. Voilà. Bien, merci. Donc, nous sommes là pour parler de la rentrée. Nous sommes là pour parler de comment est en train de se préparer la rentrée 2025-2026. C'est ça. Bien. Je pense que pour parler de la rentrée, il faut quand même parler de la situation socio-économique du pays. D'accord. Et également parler du contexte. Parce que nous sommes dans un contexte de résilience. Nous sommes en train de chercher la souveraineté. C'est ça. Alors, c'est pour dire tout simplement, à côté de cette rentrée que nous sommes en train d'organiser, nous avons pris en compte tous ces aspects. Nous sommes obligés. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, nous avons toujours préparé la rentrée en tenant compte de cette situation. Cette année, c'est devenu encore un peu difficile. Parce qu'on nous a demandé encore un plus de sacrifice, le 20%, je crois que vous êtes au courant. Bien sûr, il y a même une question dans ce sens, la réduction des frais de scolarité. Nous sommes obligés de faire une bonne préparation. Donc, si on n'est pas rentré en septembre, c'est parce que nous sommes en train de voir tous ces aspects. Parce qu'il faudrait faire non seulement des calculs économiques, mais il faudrait aussi comparer avec le budget pour savoir comment on peut faire face à toutes les charges que nous avons. C'est extrêmement important chez nous. Ce n'est pas comme ce que le professeur Graham a dit. Dans les universités publiques, peut-être s'ils ont un budget, ils ont un accompagnement de l'État. Ici, chez nous, on doit tenir compte de notre propre réalité. Nous sommes autonomes et tout ce que nous allons avoir, n'est-ce pas, de ces parents et étudiants qui vont venir s'inscrire, c'est sur la base de ça qu'on doit planifier l'année pour bien finir l'année. Ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement important. Nous avons fini l'année. Nous sommes organisés pour finir l'année en 2 semestres. Nous avons fait le premier semestre, le deuxième semestre. Ça, c'est le système LMD. Depuis que le Niger s'est basculé au système LMD, les privés ont commencé à respecter le système LMD. Contrairement à certaines universités publiques, excusez-moi, n'est-ce pas du terme, c'est parce que c'est une réalité. Nous sommes contraints. Nous avons eu une obligation, n'est-ce pas, de pouvoir basculer en même temps au LMD. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une certaine maîtrise, n'est-ce pas, de ce système. Nous arrivons quand même à faire les semestres comme prévu et convenablement. Pour la question, n'est-ce pas, des inscriptions, nous sommes en train de faire les inscriptions. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas terminé parce que, vous savez très bien, il n'y a pas que seulement à notre niveau. Il y a aussi au niveau des parents. Il y a au niveau des étudiants. Des gens qui ont besoin des moyens pour venir. S'ils ne sont pas venus, il n'y aura pas de rentrée. C'est qui est sûr. On peut planifier, on peut
beau planifier l'année, mais s'ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas de moyens, on ne peut pas faire la rentrée. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de faire en sorte que qu'ils arrivent à faire ne serait-ce que l'inscription. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez sur le plan économique, comme je vous ai dit, les gens viennent, n'est-ce pas, on n'a pas le choix, avec un minimum pour s'inscrire et dire qu'ils vont faire l'année scolaire, sans savoir comment ils vont payer le reste, avec toutes les difficultés. Il y a même certaines, n'est-ce pas, des étudiants, ceux qui ont fréquenté par le passé, qui ont des difficultés pour pouvoir continuer. On les attend pour venir. Donc, tout ça, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Et c'est là où je parle, n'est-ce pas, de l'aspect social aussi. Parce que nous sommes dans une société, vous le savez très bien, en dehors, n'est-ce pas, de notre insuffisance par rapport aux moyens financiers, nous n'avons pas encore pris une grande conscience par rapport, n'est-ce pas, à l'importance de l'éducation. Les gens préfèrent aller mettre leur argent quelque part au lieu de mettre dans l'éducation de leurs enfants. Alors que c'est ça l'avenir. Si vous arrivez à former votre enfant, c'est qui est sûr, vous avez préparé une relève. Voilà. Donc c'est ce que certains n'ont pas compris. Et tout ça, c'est des aspects que nous gérons à notre niveau. Parce que nous sommes obligés d'en tenir compte. Sinon, on ne pourra pas effectuer la rentrée quand on veut. Mais plutôt lorsque la rentrée, n'est-ce pas, est possible. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Ok. Et si, concernant les étudiants, les nouveaux étudiants, bon, même si vous dites que c'est en cours, on ne peut pas avoir une idée, mais par le passé, à combien on peut estimer les nouveaux étudiants qui sont inscrits dans ces écoles privées? Bien, là, peut-être, je vais vous dire quelque chose. D'accord, allez-y. Chaque année, vous avez combien d'étudiants qui chaque année, nous sommes tenus de faire un rapport de rentrée et un rapport de fin d'année. Dans ce rapport, chaque école doit préciser le nombre d'étudiants. Combien vous avez à la rentrée, combien vous avez à la fin d'année. Donc, ce qui est sûr, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur pourra répondre à ça. Rapidement, M. avant de donner la parole à Madame, pour avoir vraiment une idée de combien d'étudiants. Pour les étudiants, comme il l'a dit, nous, on a des effectifs au début de l'année et en fin d'année. Maintenant, ce que je peux vous donner, c'est vraiment la fin de l'année, où par région, nous avons à Agadez 375 étudiants inscrits, à Difa 56, à Dosso 3308, à Maradi 4318, à Tawa 726, Tilaberi 133, Zender 1760, et à Diamé, 18 775. Donc, on a 29 451 étudiants, en tout cas inscrits à la fin de l'année passée. Voilà. Maintenant, pour cette année, c'est juste le début des inscriptions. Et on attend de voir. Et normalement, donc, en fin octobre, ils doivent nous donner les effectifs de l'année passée. Voilà. Et en fin janvier, l'effectif de la nouvelle année. Voilà. Dans ce chiffre que vous avez donné, Dr Guéréma, on peut avoir une idée des étudiants que l'État envoie, parce qu'il y a l'État aussi qui envoie ses étudiants dans les différentes écoles privées. Voilà, on peut avoir une idée de combien l'État envoie dans ce chiffre que vous avez donné, si on peut avoir une petite idée. Peut-être le secrétaire général va répondre à ça. Voilà. Parce que vous avez des étudiants qui sont inscrits dans les UPN et qui ont une inscription au niveau du privé. Donc vraiment, il faut... C'est difficile, et c'est possible? On peut accepter les deux à la fois? Bon, maintenant, ça dit qu'il faut une plateforme unique d'entrée des étudiants, peut-être pour régler ce problème. Voilà, c'est pourquoi je laisse le soin de... Il va répondre. Merci, docteur. Merci. Madame, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Comment s'effectue la reprise des activités académiques dans les universités et instituts privés? Merci, M. Abdoulaye, de m'accueillir sur ce plateau. Alors, la reprise des activités académiques 2025-2026, c'est une question cruciale. C'est un moment très important pour toute la jeunesse, de manière générale, pour les parents et pour les autorités académiques aussi. Je suis heureuse de partager avec vous sur ce plateau comment nous la préparons à l'Université Jean Jaurès. C'est ça. Nous sommes prêts, je dirais que nous sommes prêts pour la reprise des activités, en ce sens où nous avons entamé les inscriptions et les réinscriptions depuis le mois de juillet. Les inscriptions se poursuivent. D'ailleurs, nous avons instauré un système de concours de bourse
parce que l'enseignement supérieur, c'est un investissement. Oui, l'éducation en général, c'est un investissement. C'est ça. Donc, les parents parlent de charité. Donc, pour soulager ces parents, nous avons pensé à instaurer un système de concours de bourse pour que les plus méritants puissent avoir un allègement. Donc, les concours de bourse, on a fait déjà 2 sessions, en août et en septembre. La dernière session aura lieu le 13 octobre, Inch'Allah. Donc, c'est pour vous dire que les inscriptions sont en cours. À l'heure actuelle, on ne saura vous dire le nombre d'inscrits attendus. Pour le moment. Donc, on attend de boucler avec ces concours parce que beaucoup ruent vers ces concours-là pour d'abord avoir une réduction. C'est ça. Et après, si ça ne marche pas, ils complètent les frais. Donc, les inscriptions sont en cours. Les infrastructures sont fin prêtes. Les salles de cours sont prêtes. Les bibliothèques, l'amphithéâtre, les laboratoires, parce que nous avons des laboratoires aussi pour mettre les étudiants en situation réelle, notamment les étudiants en droit. Ils ont un labo de plaidoirie. Les étudiants en communication, ils ont un laboratoire de communication et ceux qui sont passionnés aussi. Nous avons une bibliothèque qui est prête parce que cette année, la nouveauté est qu'on l'a vraiment garnie en documentation grâce à des partenaires étrangers. Donc, tout ceci étant donc, dans la balance, on peut dire que nous sommes prêts. Côté enseignants, nous avons des enseignants nationaux et des enseignants qui nous viennent donc de l'étranger. C'est vrai, ils ne sont pas très nombreux par rapport à ceux qu'on prend dans le système déjà existant. Donc, ces enseignants étrangers, eux, ils viennent à la demande. Donc, en fonction de la demande, ils font leur programmation dans les universités où ils interviennent. Et après, ils viennent quand on a besoin d'eux. Mais la majorité des enseignants, on les prend dans le système national. Voilà, et les enseignants, ils sont identifiés, ils sont mobilisés. Et les maquettes pédagogiques, c'est-à-dire les programmes qu'on va enseigner aux étudiants, sont validés par les autorités. Je parle sous le contrôle du directeur de l'enseignement supérieur privé, pour vous dire que tout est fait prêt vraiment pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, Al-Mustafa, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette reprise des activités académiques dans les universités et instituts privés du pays? D'accord. Donc, merci, monsieur Tchemogo. Merci à l'ORTN. Je dirais d'abord bonjour à l'ensemble des invités qui sont sur cette table pour parler d'une question très importante, celle de l'éducation. Aussi vous remercier pour cet intérêt que vous accordez à cette question, en tout cas très importante pour toute question de développement, de souveraineté, de refondation. En tant qu'étudiant, en tant que représentant des étudiants, c'est dire que nous, à notre niveau, nous nous consacrons à nous préparer conséquemment pour que véritablement cette reprise puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, malgré les aléas, malgré les situations qui ont toujours été pendantes en matière de scolarisation dans notre pays de façon générale. Nous, en tout cas, on prépare avec courage cette reprise des activités académiques. En tant que structure dirigeante des étudiants qui sont dans les instituts et universités privées, nous nous préparons déjà à envoyer nos équipes, surtout quand nos camarades vont commencer à aller dans les écoles, dans les instituts, pour constater de vue la question de réduction des frais de formation que nous avons accueilli, en tout cas avec fierté, avec beaucoup de joie, constater la manière par laquelle les instituts préparent cette rentrée, surtout quant à l'affichage des filières dont les instituts, les universités ont l'autorisation d'enseigner, parce qu'il y a souvent nos camarades que nous constatons évoluer souvent dans des filières sans que certaines écoles, entre griffes, ne soient en tout cas habilitées à dispenser. Donc nous sommes dit cette fois-ci, il va falloir assez qu'on prenne les dispositions nécessaires en tant qu'étudiants pour éviter à nos camarades d'évoluer dans des erreurs. Donc nous allons faire un tour. Bien évidemment, nous nous préparons, nous avons eu déjà à tenir des réunions pour que nous constations et demandions aux écoles de procéder à l'affichage des filières dont ils ont les autorisations, d'aider à orienter nos camarades pour que cette reprise soit en tout cas l'une des meilleures reprise qui sera constatée à l'échelle nationale. Nous savons déjà que
les écoles également, les instituts sont en train de faire leurs efforts, souvent à travers des duplicata, à travers l'affichage également. C'est ça. Mais nous, notre mission, c'est de constater ceux qui ne le font pas, les inviter à rejoindre les autres pour que véritablement, en tout cas, il y ait du meilleur dans le domaine de l'enseignement privé au Niger. D'accord. Et par rapport à cette question telle que j'ai posée des inscrits au niveau de l'État, on peut avoir une idée de combien d'étudiants l'État envoie dans ces instituts privés? La question des inscrits... parce qu'il a parlé souvent. Tout à fait. Et au niveau des IPN, au niveau du privé, bon... Effectivement, c'est d'ailleurs la meilleure des réponses qu'il a eu à donner. D'accord. En disant qu'il y a les boursiers de l'État qui sont au niveau des universités publiques, également au niveau de l'université privée. Donc là, la question, c'est l'ANAP qui se charge, après l'obtention du diplôme de baccalauréat, d'octroyer la bourse aux Nigériens qui ont rempli les critères d'obtention de bourse. Maintenant, parmi ces boursiers, il y en a qui partent de manière libre. S'inscrire soit dans les universités, soit au niveau des universités publiques. Ce qui fait en sorte qu'il est difficile de déterminer avec exactitude quel est le nombre d'étudiants qui est inscrit dans les universités publiques et celui dans les universités publiques. Ça, c'est un Maintenant, problème. les étudiants également en plein parcours, il y en a qui sont inscrits à l'université, dans les universités publiques, mais quand ils vont constater souvent des difficultés, ils transfèrent leur bourse des universités publiques au niveau des universités privées. Ce qui fait en sorte que le nombre, les chiffres, c'est difficile, c'est l'ANAP qui peut déterminer avec exactitude, voilà, ceux qui sont dans le privé et ceux qui sont dans le public. D'accord. Mais comment on peut comprendre qu'on accepte cette situation jusqu'à aujourd'hui? On n'arrive pas à faire un distinguo. Voilà. Oui, voilà. Monsieur Abdoulaye, je pense qu'il a dit quelque chose. L'ANAP doit connaître le nombre. Parce que l'ANAP a payé. C'est ça. Il n'est pas dit seulement aller prendre l'inscription, non. Bien sûr. Tu prends l'inscription, tu es boursier et tu es payé. Aujourd'hui, l'ANAP peut vous dire combien sont payés. Parce qu'actuellement, ils sont dans le processus de paiement. Ils savent dans les privés combien ont perçu la bourse. Et c'est ceux-là qui sont les boursiers de l'État. Qui sont au niveau des privés. Voilà ce que ça veut dire. D'accord, merci. Et on va avancer, monsieur Grément. Vous avez parlé d'un chiffre de 197, non, si j'ai bien retenu, pour ces écoles-là. Maintenant, on va avec 197. Comment se passe la capacité, les infrastructures, et même l'enseignement qui est dispensé dans ces écoles, parce que souvent, c'est beaucoup plus ça que les gens relèvent, parce que les étudiants sont là-bas, la formation et tout. Bon, sur le terrain, souvent, on constate aussi un écart. Comment ça se fait avec 197, cette question d'infrastructure d'accueil de ces écoles et la qualité de l'enseignement? Voilà, merci. Voilà. Avant de répondre à votre question, je voulais lever une inquiétude de Dr Sirazi. Oui, voilà, ok. Voilà, parce que tout à l'heure, il a parlé du LMD et il a dit contrairement aux UPN. Voilà. Je pense que moi, je suis enseignant-chercheur. Je ne vais pas laisser. À ce jour, en tout cas, toutes les universités publiques sont dans le LMD. Ah, ok. Maintenant, il y a des grandes écoles qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, qui ne sont pas dans le LMD, mais qui sont en train d'aller vers le LMD. D'accord. Donc voilà ce que je voulais dire. La précision est importante. Voilà. Maintenant, pour les 197 établissements. Vous-même, vous avez dit, c'est énorme. Tout à l'heure, le secrétaire général de l'Association des étudiants a dit qu'ils sont en train de prendre des dispositions pour éviter les erreurs. Parce qu'ils ont demandé aux établissements d'afficher leur autorisation de création d'enseignants et d'ouverture et de filières. C'est ça. Nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, déjà, quand vous venez établissement privé, donc ça dit, je vais vous dire les différentes étapes pour ouvrir un établissement privé. Déjà, il y a une autorisation de création qu'il faut demander. Maintenant, avec beaucoup d'éléments à donner, notamment une enquête de moralité, un plan de masse de votre établissement, un budget estimatif de votre établissement, et c'est un dossier que vous constituez et une commission se réunit. Et la commission étudie votre dossier. Si on estime que vous remplissez les conditions, on vous donne la création de votre établissement. Après, vous allez passer à l'étape de l'ouverture de l'établissement. Il faut que nous, au niveau de la direction ou du ministère de façon générale, on aille
voir ces infrastructures. Est-ce que ça cadre parfaitement avec vraiment un cadre d'enseignement supérieur? Et c'est après ça, on vous demande, est-ce que vous avez vraiment de l'argent dans un compte ou même en cas de cas, vous pouvez payer vos enseignants. Donc, ça dit, on passe toutes ces étapes. Et la commission, parce que c'est une commission qui regroupe en tout cas plusieurs ministères, voilà, qui valide et on vous donne l'autorisation d'ouverture. Maintenant, si vous avez l'autorisation d'ouverture pour les instituts, universités hors école de santé, on vous dit, dès que vous avez l'ouverture, vous avez la possibilité de former dans les diplômes de BTS. Il y avait 18, mais très bientôt, on va passer à 23. Maintenant, pour les écoles de santé, on vous dit, dès que vous avez l'ouverture, vous avez la possibilité de former dans les 5 filières harmonisées de l'OAS, donc l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est ça. Maintenant, pour les autres formations, il y a une autre étape où il faut constituer un dossier, dire, voilà, moi je vais enseigner dans telle filière en licence ou en master. Il faut que vous envoyez vos documents au ministère. Le ministère envoie à des experts et après on se retrouve au niveau d'un comité pour examiner les différents dossiers. Comme il l'a dit, malheureusement, il y a des écoles qui ont juste l'ouverture, les formations en BTS, mais qui glissent dans les formations en licence sans passer par le comité. Donc ils n'ont pas des filières autorisées en licence et en master, mais ils forment en licence et en master. À la fin de l'année, ils ont leur diplôme. On envoie le diplôme en contre-signature au niveau du ministère, puisque c'est la contre-signature qui donne une validité au diplôme. Et quand on regarde, on dit non, mais cette école n'avait pas, ou n'a pas l'autorisation de former dans ce domaine. Et ça pose problème. Pour la reconnaissance du diplôme. Voilà. Les étudiants ont étudié. Bien sûr, les parents ont payé. Revient régulièrement. Les parents se posent des questions. Et on ne reconnaît pas les diplômes, alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est une bonne chose qu'ils disent qu'eux, ils ont pris des dispositions. Voilà, pour que les établissements affichent vraiment tout ce qu'ils ont comme autorisation d'enseigner. Et si vous, étudiants, vous allez vous inscrire dans l'école, dans une filière qui n'est pas autorisée, imaginez ce que ça va donner à la fin de votre formation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et c'est pourquoi, avec les 197 établissements, on a vu c'est trop, arrêtons-nous pour voir qu'est-ce qui est bien dedans. Pour mettre de l'ordre, pour dire exactement. Les terre. Bon, voilà. Déjà, on a 40 qui sont non fonctionnels d'eux-mêmes. Et chaque année, nous allons à mission de suivi et de contrôle. Et quand on observe des anomalies, on notifie aux écoles de corriger. Et s'il n'y a pas de correction, on leur retire carrément l'agrément. Et donc, c'est pourquoi on s'est arrêté maintenant pour vraiment voir, mettre de l'ordre avant de continuer. Oui, monsieur, l'autre question. On finit avec lui, je vais vous poser. Vous allez réagir. L'autre question. Et si tel que comme vous l'avez expliqué, voilà le processus qu'on fait pour pouvoir donner des instructions et tout. Mais aujourd'hui, c'est que le constat est là. Souvent, ces écoles privées, c'est des maisons privées. Dans les quartiers, souvent, il faut dire la vérité, que c'est même très difficile de mouvoir pour une école. C'est dans des quartiers, c'est dans des maisons privées. Comment on peut expliquer ça? Tout ce processus est fait, qu'on donne ces autorisations pour installer ces écoles privées dans des maisons privées. Bon, vous savez, parce qu'une école, quand même, c'est des infrastructures pour que les élèves soient dans de bonnes conditions pour étudier. Mais ce n'est pas le cas dans cette école, c'est des maisons privées. Souvent exécutés qui sont là, on a vu dans beaucoup de quartiers. Voilà. Comment ça se passe? L'administration, c'est une continuité. D'accord. Vous avez trouvé la situation. On a trouvé des situations, mais nous sommes en train de mettre de l'ordre. De l'ordre, ok. Aujourd'hui, toute nouvelle création, on a dit on vous donne 7 ans pour avoir vos propres locaux. D'accord. Dieu merci, dans la majorité des établissements, c'est vraiment leurs propres locaux et vraiment nous, ça nous réjouit quand on va visiter ces établissements. Bien sûr. Voilà un peu ce que je pense que vous avez. D'accord. Oui. Bon, je vais rebondir par rapport à 2 situations. La première, c'est par rapport au nombre d'infrastructures. C'est ça. Je pense que, comme il l'a dit, professeur Gréma, je pense que c'est réglementé. Parce qu'aujourd'hui,
quand vous voulez créer, vous êtes obligé de suivre le processus. Ouais. C'est lui qui suit le processus et il constate qu'il ne répond pas, on lui refuse. Parce que le comité peut refuser de donner l'agrément. Et de la même manière pour les filières. C'est vrai, dans chaque communauté, il y a toujours des récalcitrants. Ouais. Ça ne manque pas. Oui, ça c'est sûr. Mais je pense que nous sommes en train de trouver des solutions. Nous sommes en train de chercher et de trouver des solutions. D'accord. Parce que tout simplement, quand vous prenez notre organisation, nous nous sommes réunis pour voir comment créer une fédération. Pour qu'elle soit plus forte. D'accord. Et aider le ministère aussi dans ce travail. Ça veut dire tout celui qui ne répond pas aux critères, il va se voir d'écouter. On va le mettre en marche de ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, pour revenir sur le côté local des établissements. Oui, les infrastructures. Vous savez, il est prévu dans l'arrêté que dès lors qu'on vous donne la création, vous avez le droit de faire une demande pour avoir un terrain. Ça, c'est la subvention que l'État peut donner pour accompagner. Très malheureusement, aujourd'hui, quand vous prenez, cette clause n'est pas respectée. Parce qu'on nous dit toujours qu'il y a insuffisance d'abord par rapport à ces terrains que l'État peut donner. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles qui ont été créées. Ils n'ont pas eu ces terrains, ils ont fait la demande. Beaucoup ont demandé. Et raison pour laquelle ils sont obligés de rester dans leur domicile privé? Non, ils ne sont pas obligés. Mais je voudrais dire quelque chose. Et si vous voulez avoir un terrain, il faut c'est des tracasseries. Et après des années. Pour créer une école. Oui, après des années, pour créer une école. D'accord. Et je tiens à vous dire, quelque chose. Les peu de gens qui ont eu leur terrain, ils se trouvent très loin, qui ne peuvent pas être aujourd'hui utilisés. Même si vous construisez, vous ne pouvez pas avoir des étudiants qui vont aller. C'est un peu ça le problème. D'accord. Et tout est loti au Niger, quand vous prenez. Partout, tout est loti et tout est reparti. Donc, ce qui veut dire qu'il y a extrêmement ce problème. Mais je ne suis pas en train de défendre, n'est-ce pas, ceux qui sont là des machins. C'est une réalité qui est là. Et on fait avec. Et je pense que pour faire un peu la nuance et faire la distinction entre les niveaux élémentaires ou l'enseignement général et l'enseignement supérieur, il y a aussi un certain nombre, n'est-ce pas, de choses à respecter, des normes à respecter. Là-bas, quand vous prenez au niveau de l'enseignement général, ce qui est sûr, ils ont déjà établi. Même les périmètres des classes, tout est bien défini. Bien sûr. Le cadre est bien défini, le terrain, etc. Au niveau de l'enseignement, de la formation professionnelle, il n'y a pas, comme il vient de dire, il a trouvé, n'est-ce pas, les choses, mais il n'y avait pas ces cadrages. Donc, ce qui veut dire que, tout simplement, on peut aller à l'inspection pour vérifier si vous avez, n'est-ce pas, le local, et que si le local, n'est-ce pas, peut prendre, parce que quand vous prenez dans l'enseignement, il faut aller dans la pratique de la formation professionnelle. C'est ça. Ce n'est pas que nous allons regrouper, n'est-ce pas, tous ceux qui sont inscrits dans la même classe. Bien sûr, bien sûr. D'autres montent, d'autres descendent. C'est ce qui fait qu'on arrive à gérer. Au niveau de nos locaux, on arrive à gérer, n'est-ce pas, les nombres là. Voilà ce que je voulais dire. Et l'autre question, Siraj, au lieu d'avoir des écoles de formation professionnelle éparpillées, parce que c'est ça que c'est 197, c'est beaucoup. Pourquoi, à votre niveau, les gens ne peuvent pas s'entendre pour pouvoir être ensemble créés? Et ça va renforcer davantage les capacités, mais chacun veut aller de son côté, créer son école à lui. Parce que c'est ce qu'on a constaté, notamment dans la ville de Niamey, quand vous circulez, c'est partout des écoles privées comme ça. Pourquoi ne pas s'entendre pour être ensemble? Malheureusement, c'est quoi le problème? Malheureusement, je profite pour vous dire, c'est pas un secret, ça c'est le commun des Nigériens. Chacun veut qu'on dise que c'est moi. L'égoïsme. Oui. Même dans les entreprises, quand tu prends. Parce que je sais ce que j'ai dit. J'ai formé des entrepreneurs. On demandait aux gens de se regrouper. La Banque mondiale a dit, voilà, on va vous donner un fonds. Mettez-vous ensemble pour créer une entreprise et donner vie à l'entreprise. Malheureusement, chacun veut qu'on dise que c'est pour lui. Et c'est ça le problème qu'on vient, c'est partout. Tout le monde veut parler de lui, de sa famille. C'est ça le grand problème. Et le résultat?
Puisqu'on a vu souvent les conséquences. Peut-être ça va venir les résultats de la formation. Peut-être ça va venir ça va venir parce que c'est aussi une culture, n'est-ce pas, d'entreprise. Quand les gens peuvent se regrouper, il faut avoir quand même une culture d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a la culture associative qui permet aux gens de se mettre ensemble pour repartir. On en a vu des entreprises qui sont regroupées. Ils se sont séparés après aussi. Même dans les entreprises que nous avons, les sociétés, les gens qui ont eu l'idée au début, ils se mettent ensemble. Comme il n'y a pas la culture entrepreneuriale, ils se sont séparés. Et c'est ça le grand problème qu'on a. Il n'y a pas que seulement dans les écoles. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, Gréma, vous allez réagir vite, on va donner la parole à madame. Docteur Seraji a parlé des terrains qu'on octroie aux établissements. En tout cas, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, il n'y a aucun problème. Tout établissement qui a demandé un terrain, bon, ce n'est pas nous qui donnons. Mais nous examinons les dossiers, est-ce qu'il est complet, et après nous transmettons au ministère de l'Urbanisme, et c'est là-bas qu'on octroie le terrain. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a 2 universités qui ont demandé, on a examiné leur dossier, on a transmis au niveau du ministère de l'Urbanisme. Donc c'est pour les rassurer que vraiment au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y a aucun problème. Voilà, toute demande est traitée et transmise au niveau du ministère de l'Urbanisme. Mais par le passé, on a vu aussi certaines personnes qui ont fait des demandes de ces terrains. On a donné, au lieu de faire des écoles, ils ont fait autre chose. Je ne sais pas si ça continue encore. Mais tout ça, c'est le rôle de l'État parce que l'État doit surveiller. C'est ça. C'est docteur. Oui, le contrôle doit se faire, n'est-ce pas? Voilà. Nous, on le fait. Voilà. Maintenant, on voit, c'est vrai, en contrôle, vous nous présentez un établissement. Bon, parfois aussi, il y a une chose. Et ce travail, c'est depuis l'arrivée du CNSP ou bien c'est bien avant que c'est fait? Non, ça s'est toujours fait, mais comme lui, il parle de blocage sûrement antérieur à l'arrivée du CNSP, mais nous, depuis 2 ans, en tout cas, il n'y a aucun dossier qui dort chez nous. D'accord. Merci, docteur Gréma. Madame, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Parce que vous avez évoqué un constat. C'est réel. On assiste à des écoles privées dans la ville de Niamey. Vraiment qui, comme des champignons. Voilà, qui détériorent l'image et le nom d'une école privée, honnêtement. Moi, j'ai vu dans la rue des écoles privées supérieures au-dessus des marchés ou en bas, c'est des boutiques. C'est pas normal. Je pense que l'État doit jouer son rôle. Il y a beaucoup de cas dans la ville de Niamey. Oui. Voilà. Allez-y. C'est vrai. Et il a parlé de l'enseignement primaire et secondaire. Je pense que vous faisiez allusion à ça. Effectivement, au niveau de l'enseignement secondaire et primaire, tout est cadré. Même la surface, la superficie qu'une école doit posséder, c'est 10 000 mètres carrés au dernier texte. Voilà. Donc il y a suffisamment d'espace pour qu'il y ait des classes spacieuses, pour qu'il y ait des aires de jeu, des terrains de C'est ça une école. C'est ça une école. Et la superficie des classes est connue. Je pense qu'ils sont allés même jusqu'au ratio du nombre d'élèves par classe. Mais à ma connaissance, dans le système de l'enseignement supérieur, je ne sais pas si au moins ce ratio-là existe pour assurer un minimum de qualité pour l'enseignement. Parce qu'il y a des écoles qui ont des effectifs pléthoriques dans les salles. Moi, je me dis, le plus important, c'est d'abord la qualité de l'enseignement. L'effectif, on n'est pas pressé, on va y arriver. Bien sûr. Mais c'est la qualité qui importe. C'est la qualité, ça. Donc, j'interpelle la direction de l'enseignement supérieur privé dans ce sens-là, pour en tout cas qu'ils aient un regard sur ces effectifs dans les classes. Parce que, comme il l'a dit... Chez vous, par exemple, quand on prend chez vous, c'est combien d'étudiants? Une salle de classe, c'est 20 maximum. C'est de 15 à 20. 15 à 20 étudiants dans une salle de classe. D'accord. Et notre capacité d'accueil, elle ne dépasse pas 300 étudiants. On ne peut pas prendre 500, 600 étudiants pour une capacité de 300 étudiants. Ailleurs, je ne saurais vous dire les chiffres, mais il y a des effectifs pléthoriques. Nous-mêmes, on a étudié vous la laissez finir, vous allez réagir. Allez-y. On a étudié dans certaines écoles supérieures privées au Niger où à peine on a la place pour s'asseoir. À peine. Il y a des gens qui s'asseyent à même le sol pour suivre le cours. Même dans alors le privé? Que c'est des écoles privées. C'est des écoles privées. Où les parents payent. Où les parents payent, c'est pas normal. C'est pour un peu... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que seulement des salles de 20 à 15. Il peut y avoir des amphithéâtres. D'accord. Parce qu'il y a des cours de tronc commun. Oui. Il y a des cours... Et ces amphithéâtres, c'est combien de places ces amphithéâtres? C'est combien de places ces amphithéâtres? Il y a des amphithéâtres de 100 à 150. Oui, d'accord. Dans les universités privées et instituts privés, d'accord. Et ça, c'est aussi une autre manière, n'est-ce pas, de faire les cours transversales bien sûr. pour les autres filières. Parce que quand vous prenez 20 ou 15
peut-être c'est une filière. Mais quand vous prenez 2, 3, 4 filières aujourd'hui, elle ne peut pas me dire le contraire. Ils ont beaucoup d'études dans lesquelles, n'est-ce pas, on est obligé de les regrouper pour faire français, par exemple. D'accord. Oui. Ou anglais. Ok. Vous ne pouvez pas prendre un groupe, n'est-ce pas, de 20 ou 15. Et j'ai rejoint encore l'aspect que j'ai dit, l'aspect économique. Il faut savoir aussi rentabiliser. Il faut aussi être, n'est-ce pas, à mesure de pouvoir rationaliser, n'est-ce pas, les choses. Sinon, vous ne pouvez pas tenir. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et si on le fait, peut-être c'est au détriment de la qualité de la formation. Oui, la qualité. Je parle de la qualité également. L'effectif qu'une salle de cours doit prendre, je parle d'une salle de classe normale qui a ses cours spécifiques à elle. Oui, les cours de pas les cours communs. On a tous les cours communs. D'accord. Quand je prends un exemple, par exemple, en licence 1, droit privé et droit public, ils ont beaucoup de cours en commun. Ils ont même des cours en commun avec certaines licences de gestion. Par exemple, des notions en droit, en introduction au droit. Ça, c'est des cours communs où on met les étudiants tous ensemble dans un amphithéâtre pour les dispenser ces cours-là. Mais je parle des cours spécifiques à une filière où l'effectif doit être respecté pour assurer la qualité de l'enseignement. Même ne serait-ce que pour que l'enseignant soit à l'aise et qu'il puisse faire un suivi personnalisé de ces étudiants-là. C'est ça le privé, je pense. Merci madame. Merci. Oui, Botouré, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question d'infrastructure? Qu'est-ce que vous avez constaté en visitant ces écoles? Des infrastructures, il faudrait malheureusement, il faudrait le dire, parce que nous sommes de ceux qui ont choisi de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas, en tout cas, se voiler la face par rapport aux réalités. Ça fait mal aux étudiants que nous sommes de constater que souvent nos camarades qui sont dans les universités publiques, moi-même, je suis d'ailleurs à l'université, dans une université publique, et j'évolue parallèlement, mais ça fait mal souvent d'entendre dire qu'il y a des boutiques. Par exemple, il y en a beaucoup d'étudiants qui qualifient certains instituts de boutiques. Mais c'est des boutiques ou pas? Bon, je pose la question. C'est des boutiques ou pas? Je ne dirais pas, en tout cas, moi, je me réserve le droit de qualifier une école de boutique, parce que pour moi, les étudiants qui vont là-bas, ils ont fait leur choix. Et obtenir leur diplôme et dire que leur secrétaire l'a qualifié de boutique, je trouve quand même... Vous allez réagir, docteur. C'est un débat, vous allez réagir. Je me réserve le droit d'avoir cette qualification, mais je sais que la réalité est qu'il y a quand même des difficultés en termes d'infrastructure. Il y a des écoles qui ne répondent pas. Comment on peut créer un institut dans un marché? Il y a beaucoup de ces écoles qui sont aux alentours des marchés. Et quelle est la sérénité que les étudiants peuvent avoir en ce moment-là? Et c'est pourquoi nous... Souvent, c'est dans ces immeubles dont on voit, parce qu'on parle d'immeubles, c'est le haut, c'est l'école, le bas, c'est le commerce. Comment on peut expliquer ça? En tout cas, c'est difficilement explicable. Et je pense que... Vous allez réagir, Siraji. Laissez-le finir. L'éducation étant la mission régalienne de l'État, l'État a une mission de contrôle. Les établissements doivent avoir du sérieux. Et nous, en tant qu'étudiants, c'est ce qu'on reproche souvent à ces établissements privés. Nous devrons véritablement savoir comment opérer nos choix. C'est pourquoi nous, en tant que structure dirigeante, en tout cas depuis notre arrivée au niveau de l'UEPTN, nous sommes en train de consentir les efforts nécessaires. Dire qu'il y aura des missions de contrôle qui vont voir. Et nous, la seule chose qu'on peut, c'est de décrire. Par exemple, quand nous allons envoyer à la rentrée nos missions, nos camarades qui vont aller constater des visus, ils vont décrire, quitte à l'école de vouloir fermer, ou bien à l'État de prendre ses responsabilités. Nous allons aider pour nos camarades, pour que nos camarades puissent aller dans des instituts sérieux. Et obtenir des diplômes qui seront crédibles, non seulement aux yeux de l'opinion, mais également sur le marché de l'emploi. Parlons justement de ces diplômes et de la qualité de la formation. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a ce problème aussi qui revient régulièrement dans ces instituts universités privées. Le problème qui parce se que pose... souvent, on donne des diplômes à des enfants qui ne servent pratiquement à rien, parce que ces diplômes, souvent, on nous dit que ce n'est pas homologué par tel ou tel machin. Et les enfants ont des diplômes en main, mais qui ne servent pratiquement à rien. Comment on peut remédier à cette situation? Effectivement, nous avons déjà eu à faire des démarches avec d'ailleurs la Fédération des écoles, avec le ministère des enseignements supérieurs, pour voir comment solutionner la question. C'est surtout la question de la contre-signature des diplômes. Parce que, comme ça a été évoqué, au niveau de ces instituts, il y en a qui, par exemple, orientent des étudiants dans des filières qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas trucs. Aujourd'hui, nombreux sont des étudiants. C'est un problème qui, en tout cas, nous vient chaque fois à l'esprit. Et on se réveille avec ça sur la conscience. Il y a des étudiants qui ont fait 5 années d'études, 6 années d'études, 3 ans d'études, qui ont obtenu des diplômes par des écoles, mais des diplômes qui ne servent pratiquement à rien. Moi, il n'y a pas une matinée aujourd'hui, si j'ouvre mon téléphone, vous verrez
quand vous partez sur ma page Facebook, vous verrez des étudiants qui souvent nous insultent même, disant qu'on ne fait pas des efforts pour que leur diplôme soit reconnu. Or, c'est... Et pendant ce temps, les parents ont payé, pendant toutes ces années. Les parents ont payé, souvent l'État même a payé parce qu'il y a des étudiants boursiers et c'est l'État qui vraiment prend en charge certains trucs. Maintenant, nous, on n'a pas, moi je n'ai pas la capacité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les étudiants qui m'écrivent de manière quotidienne pour dire mon diplôme n'a pas été signé, tu es lâche, tu es ceci, tu es cela. Ils doivent savoir qu'on n'a pas cette capacité d'octroyer un diplôme. C'est bien dit. Mais il y a des textes qui doivent être respectés, qui doivent être suivis. Et nous, ce qu'on peut, c'est assurer une mission de contrôle, essayer d'aider nos camarades à être bien orientés. Et ça, nous le faisons. Nous avons juré le faire, nous allons le faire jusqu'à la fin de notre mandat. D'accord. Et avant de finir, ou bien c'est peut-être l'effet d'annonce, puisqu'on a vu à la veille de la rentrée, souvent à la télé, toutes ces écoles qui annoncent que je fais ceci, je fais cela. Bon, en réalité, peut-être c'est ça qui attire les étudiants et les parents, et qu'au finish, dans la réalité, même les filières qu'elles ont annoncées, ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est l'effet de ces annonces qu'on voit, des publicités, il faut dire la vérité? En tout cas, il y a tellement de publicités de ces écoles privées sur nos ondes, et même dans les télévisions privées. Il y a les effets de la publicité, mais il faut aussi faire très attention. Il y a un autre problème qu'il faudrait savoir évoquer sur ces plateaux, surtout de la télévision nationale. Il y a la quête de la facilité aussi. Souvent, les étudiants, les parents et tout, souvent se permettent, en tout cas, de faufiler, vouloir faire le couloir pour chercher la facilité. Souvent, les promoteurs, on a notre école, même si on ne veut pas, on est de manière quotidienne tenté par des personnes qui sont à la recherche de la facilité. On vient à l'université, on constate ce qui est difficile, on se dit qu'on peut aller dans un institut pour finir vite ses études. Moi, et avec toutes les conditions que ça pose. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, lui, il a obtenu sa licence et il veut obtenir un diplôme de master. Comment je peux lui trouver le diplôme de master? Moi, je me suis posé une question. Je lui ai dit... Comment lui trouver un diplôme de master? Un diplôme de master pour qu'il puisse véritablement évoluer. Mais moi, la réponse que j'ai donnée, c'est que je ne sais pas comment on peut trouver un tel diplôme. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais fait. Il me dit pourtant, il y en a qui en ont. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de cas. Il n'a qu'à aller, en tout cas, avec ces personnes qui connaissent ces réseaux, trouver ces réseaux. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. C'est une autre situation qui a été... Docteur, vous allez réagir. Parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent souvent dans les administrations avec ces diplômes. Quand on vérifie, c'est vraiment pas ça. Voilà. Donc moi, je ne connais pas. Merci. Et j'ai dit, je ne connais pas. D'accord. Merci Batouré. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Siraj, rapidement. Seulement, le directeur va parler. Merci, Tchamogo. Parce que vous avez écouté les reproches à ces écoles. Je veux commencer d'abord par parler du problème de massification. D'accord. Ça a commencé quand vous prenez en 2012. 2012. Oui. Et ça, même dans les universités publiques. D'accord. Vous allez trouver un nombre important. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que beaucoup sont en train de se chercher ailleurs. Ils sont dans une faculté, ils sont dans l'amphithéâtre, certains prennent cours, n'est-ce pas, dehors. Dehors, ça on a vu. Ils sont obligés, n'est-ce pas, de se chercher quelque part. Ça, c'est un premier aspect. D'accord. Un deuxième aspect, je dois souligner, c'est notre association, ANSEPT, qui avait demandé la contre-signature. Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi? C'est parce que, effectivement, ce que vous dites, c'est une réalité. À un moment donné, on nous taxait de donner de faux diplômes. Des faux diplômes, oui. Et les gens sont obligés de chercher un moyen. Nous avons réfléchi. D'ailleurs, à l'exception des autres pays, c'est au Niger seulement que vous allez trouver la contre-signature. Dans d'autres pays, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, au Burkina, c'est les écoles qui signent actuellement leur diplôme. Et c'est parce que nous avons constaté qu'il y a un peu un manque de sérieux de certains promoteurs du corps. Donc, pour un peu nous organiser, nous avons demandé au ministère de contre-signer nos diplômes. Et ça a été fait en commun accord, ensemble, avec l'ANSEPT, avec notre association. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous avons quand même une initiative qui va dans le sens de faire de la qualité. Donc, ne prenez pas tout comme mauvais, d'autant plus que nous sommes conscients de ce problème et nous sommes en train de chercher des solutions pour ce problème. Maintenant, autre chose. Par rapport aux diplômés, je suis d'accord, Botiam Batouré a parlé, n'est-ce pas, des diplômes qui ne servent à rien. Il n'y a pas que seulement dans les instituts. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont fait des écoles, des études universitaires qui sont revenus chez nous. D'ailleurs, c'est un exemple, il est ici. Il a fait l'université, il est venu dans les écoles. Vous allez trouver dans toutes les institutions publiques et privées
les sortants, les outputs de nos écoles et qui sont compétitifs, Ok. qui sont même nommés directeurs. On y va. Voilà, merci. C'est pour ça. C'est pour un peu nuancer. Il n'y a pas que seulement la mauvaise qualité. Il faut aussi voir, n'est-ce pas, le bon côté pour apprécier les choses à sa juste valeur. D'accord, docteur Serge. Merci. Oui, docteur Guerma. À ce niveau, excusez-moi, juste pour aller dans le même sens que Bakemba Touré, à ce niveau, il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. OK. Parce que dans la tête des enfants, des étudiants, je vais à l'école pour avoir un diplôme. Alors que non, le diplôme, c'est vrai que c'est un papier qui a une valeur. Bien sûr. Mais la plus grosse valeur, c'est ce que tu as appris à l'école. Tout à fait. Il faut d'abord les inculquer cette valeur-là, d'avoir quelque chose en retour. Et le diplôme, il vient après. C'est un papier. La preuve est qu'on ne te donne pas le diplôme tout de suite au bout de ta formation. On te donne une attestation qui prouve que tu as fait tel parcours. Et le diplôme, c'est après un processus qu'on te le signe, comme il l'a dit. Donc, il faut inculquer aux étudiants le fait de savoir qu'on va à l'école pour en ressortir plus grandi. Ce n'est pas que pour avoir le diplôme, c'est pour avoir une formation, c'est pour avoir des connaissances, c'est pour avoir de l'expérience, parce qu'ils passent aussi par les stages avant de sortir de leur formation. Donc, je voulais faire cette nuance-là. Merci, madame. Oui, docteur Guerma, qu'est-ce que vous allez dire? On va à l'autre question pour finir. Tout à l'heure, les uns et les autres avaient dit qu'il y a des établissements qui sont au-dessus des marchés. Ah oui, c'est vrai ou Vous savez, non, ça existe. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit pour la création, quand vous voulez créer, vous dites, voilà le plan de masse de mon établissement, voilà le budget que je vais injecter pour construire l'école. Malheureusement, dès qu'on vous donne la création, vous mettez de côté, vous allez louer quelque chose. Maintenant, nous, ça fait 2 ans qu'on est en train de vouloir changer les choses. Je vous avais dit tout à l'heure, maintenant, on demande aux établissements, vous avez 7 ans pour construire vos propres locaux. Malheureusement, la loi ou les textes qui régissent l'enseignement privé de façon générale, bien sûr. c'est une ordonnance de 96 avec son décret d'application. Et 96, régime militaire. Le LMD pour basculer, c'était en 2010. Régime militaire. Régime militaire. Maintenant, cette ordonnance de 96 et son décret d'application, le processus de sa révision est allé jusqu'à là où ça doit vraiment aboutir. Mais bon, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas parce qu'il y a des forces vraiment qui tirent par-ci par-là et ça n'a pas été fait. Des forces politiques, parce qu'on sait aussi comment... je pose la question, des forces politiques. En tout cas, des intérêts divergents qui tirent par-ci par-là. Les gens utilisent leurs relations politiques souvent pour le coup au texte. Maintenant, nous sommes en train de réactiver vraiment une révision de cette ordonnance de 96 avec vraiment tout ce qui a comme tard qu'on a capitalisé qu'il fallait vraiment extirper de ce système d'enseignement privé. Tout à l'heure aussi, vous avez parlé de la qualité des diplômes. Bon, nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, depuis 2 ans, je dis bien. Depuis l'arrivée du CNSP. Voilà. Non, il faut dire bien préciser les choses comme elles sont. OK. Nous sommes allés à une première mission de contrôle et de suivi. Je vous dis, il y a des établissements qui ont 15 ans d'existence. Les textes sont clairs. Quand vous avez un établissement, vous devrez avoir une autorisation de diriger pour les dirigeants, d'enseigner pour les enseignants. Je vous dis bien, depuis 15 ans, il y a des établissements qui n'ont ni autorisation de diriger pour les dirigeants, ni autorisation d'enseigner pour les enseignants. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, ce qui fait qu'après notre retour, Monsieur le ministre a signé plus de 1000 autorisations de diriger d'enseignants parce qu'il fallait que les établissements se mettent en règle. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, nous, maintenant, nous veillons à la qualité de l'enseignement à travers, en tout cas, les enseignants des gens qui sont dans ces établissements-là. Parce qu'il fallait une autorisation pour enseigner. Et ce n'est pas avec n'importe quel diplôme. Vous constituez un diplôme, on examine. Si vous êtes à même d'enseigner, on vous donne cette autorisation. Maintenant, nous sommes dans un processus pour élaborer un guide au niveau de la direction de l'orientation et du suivi des cursus des étudiants de la DOS, où nous avons sillonné tous les établissements à l'intérieur. Nous avons rencontré tous les établissements pour faire le point
des différentes filières de formation. Tout à l'heure, on a dit il y a des solutions de facilité. Moi, j'ai un bac A4, je vais faire finance, comptabilité. Ce qui est incompatible. Bien sûr. Donc vraiment, on veut mettre de l'ordre. Mettre des garde-fous pour que, voilà, pour telle filière, voilà les profils d'entrée. Vraiment pour clarifier les choses. Il a parlé de contre-signature. Je pense que le 18 avril 2025, nous étions avec vous et la fédération à la salle 200 du ministère parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la contre-signature. Bon, c'est une application des textes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des autorisations de diriger, d'enseigner. Il y avait des textes qui le disent, mais ça n'a jamais été appliqué. D'accord. Pour la contre-signature, il y a des textes. Quand on dit quelqu'un qui a un BTS doit avoir 3 ans d'expérience professionnelle avant de s'inscrire en licence L3. Les établissements ont pris directement. Alors que c'est un texte de 2019 qui le dit. Maintenant, nous, on a réactivé, on dit non, attention, ce texte, voilà ce qu'il dit. Bon, malheureusement, leurs camarades ont déjà eu leur licence avec le BTS directement sans les 3 années d'expérience professionnelle. Néanmoins, la réunion du 18 avril a dit on va examiner au cas par cas. D'accord. Maintenant, ces établissements qui sont autorisés, on est en train de contresigner leur diplôme. Mais un établissement qui n'a ni création, ni ouverture, ni filière qui a formé, il est dans l'illégalité. On ne peut pas vraiment signer ces diplômes. C'est juste. Voilà, donc vraiment, voilà un peu... Voilà, maintenant pour les publicités. Oui, voilà. Là voit aussi, ça pullule sur nos médias, voilà, dans le privé. On a trouvé une situation. Voilà. Il y a 1 an, effectivement, la hiérarchie a remarqué que partout dans la ville, vous avez des plaques publicitaires, des panneaux. Oui, des panneaux. Ils nous ont dit, écoutez, allez voir de près. On a échantillonné quelques établissements, nous sommes allés voir. Effectivement, les gens disent des choses alors qu'à l'intérieur, il n'en est rien. Pas. Qui n'existe pas. Voilà. Qui n'existent pas. Et pour la petite histoire, un établissement a mis sur son prospectus publicitaire, voilà, nous ouvrons une licence en tel. Et quand on est allé les voir, ils n'avaient pas l'autorisation, mais ils avaient déposé un dossier. Et même le dossier, on ne l'a même pas examiné. Vous voyez, donc ça dit que dès qu'on dépose, immédiatement, on le fait. Voilà. Tout à l'heure, excusez-moi, c'est le dernier point. Non, allez-y. Il a parlé de diplôme de master. Quelqu'un est venu le voir pour le diplôme de master. Nous, aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Mais depuis 2 ans, on exige aux établissements, tant que vous ne déposez pas vos rapports de rentrée et de fin d'année, on ne contresigne pas les diplômes. Donc il y a des diplômes qui dorment parce que les établissements ne peuvent pas déposer. Et pourquoi ces rapports? Le 30 octobre, vous déposez le rapport de fin d'année de l'année écoulée. Maintenant, le 30 janvier, vous déposez le rapport rentrée. On pense que la rentrée de septembre et de janvier vous ont permis de connaître vos effectifs. C'est ça. Et dans cet intervalle, il n'y aura pas un diplôme qu'on doit insérer sans passer par les inscriptions de départ. Bien sûr. Donc c'est pourquoi on prend ces garde-fous. D'accord. Donc c'est pour dire qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, nous sommes en train, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais de faire en sorte que vraiment les choses se passent en tout cas dans la légalité. Voilà. En tout cas, on fait tout pour ça. D'accord. Oui, rapidement, parce qu'on va à la dernière question pour finir. Ce que je veux dire, rapidement. vous savez, c'est vrai, on peut dire qu'il y a des publicités, les gens accusent à tort ou à raison ceux qui font de la publicité, mais je pense que... Non, les gens n'accusent pas, c'est un constat qu'on a fait, on voit ces publicités. D'accord, voilà. Je dis bien, l'État aussi a un rôle, parce qu'à un moment donné, à l'enseignement supérieur, il était même prévu, avant de faire une publicité, il faut que ça passe par l'enseignement supérieur. Donc c'est pour dire aujourd'hui, les gens se sont laissés, n'est-ce pas, cette liberté de pouvoir faire, n'est-ce pas, la publicité. Ça, c'est un point. Mais un autre point, il faut savoir quelque chose. Les étudiants ne viennent pas seulement à cause de la publicité. Ça, je vous dis ça. Il y a des écoles qui ne font pas la publicité. Mais ils ont toujours eu des étudiants. Ils ont toujours formé des étudiants
et qui sont compétitifs actuellement sur le marché du travail. D'accord. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Ok. Il ne faudrait pas se limiter, n'est-ce pas, pour dire c'est la publicité qui fait en sorte, n'est-ce pas, que les gens viennent dans les écoles. On a compris. Voilà. Il faut que les gens, n'est-ce pas, comprennent cela aussi. Très bien. Voilà. Et la publicité attire, ça il faut dire. Bien sûr, voilà. ça attire. Je sais de quoi je parle. Pour Voilà. la publicité, Oui, voilà. l'arrêté existant n'est pas contraignant. Donc nous sommes en train de toiletter pratiquement beaucoup de textes pour vraiment remettre les choses à leur place. À leur place, d'accord. Voilà. Merci. Pour cette question de publicité, oui. Nous, quand on a ouvert l'université, la nôtre existe depuis 5 ans. Elle n'est pas aussi vieille que les autres. Donc, on avait pris connaissance de ces textes-là, qui nous disaient de soumettre ce qu'on va publier avant donc la publicité. Mais le problème est qu'il n'y a pas de retour. Il n'y en avait pas. Au niveau du ministère. Voilà, au niveau du ministère. Donc, une école qui veut faire sa pub à l'approche, c'est pendant les vacances qu'elle peut faire la pub, mais pas à la rentrée. Et qui soumet un projet de pub pour être validé qui n'a pas eu de retour, qui a suivi, il n'y a pas eu de retour, elle ne peut que passer à la publicité. D'accord. Voilà. Donc, je voulais faire le témoignage que vraiment, depuis 2 ans, les choses bougent au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Parce que nous, on a assisté à des visites des commissions qui viennent inspecter, voir si vraiment ces écoles-là répondent aux normes. Je sais qu'on a eu au moins une visite avec l'équipe de la DESPRI actuelle. Je parle de la direction en général. Bien sûr. Et nous aussi, on a fait appel une fois à une inspection. D'accord. Voilà, parce que comme on est en partenariat avec d'autres institutions à l'étranger, il y a des documents qu'on demande et eux, ils nous font un retour en demandant en tout cas une approbation de votre ministère. D'accord. Donc on a eu à aller vers le ministère de l'Enseignement pour leur demander de venir inspecter ce que nous faisons et de nous délivrer une attestation si on est conforme ou pas. D'accord. Et ça s'est bien passé. OK. Pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur privé et même public au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Il y a une agence, l'Agence nationale de l'assurance qualité, qui est mise en place, la NACSUB, où, en plus de tout ce que je vous ai dit, aujourd'hui, après 5 ans d'existence, l'école doit présenter son offre ou ses offres de formation au niveau de la NACSUB pour obtenir une accréditation avant de continuer le fonctionnement. Donc, pour dire que c'est graduel et la qualité, en tout cas... De plus, on ne doit pas douter de la qualité. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord avec nous? On est d'accord. C'est juste pour dire ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Vous voyez? Merci. On va avancer pour finir. Hein. Et madame, on a fait pratiquement le tour de cette reprise des activités au niveau des universités privées et même des instituts. Et tout a été dit sur ce plateau. Alors, dans quel état d'esprit, indépendamment de tout ça qui se trouve aujourd'hui, les enseignants, parents d'élèves, étudiants, à l'occasion de cette reprise des activités académiques? Et qu'en est-il de la réduction des frais de scolarité décidée par le gouvernement dans les écoles privées? Est-ce que cette mesure sera effective ou pas? Voilà, rapidement. Alors, s'agissant de l'état d'esprit. L'état d'esprit. Voilà. Nos étudiants, actuellement, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont en stage. Okay, parce que nous, on s'est parfaitement alignés au système LMD. Donc, l'année est semestrialisée. Le 2e semestre s'est achevé en fin juin. Et en juillet, c'était le mois de vacances de nos étudiants. Et août-septembre, c'est le mois de stage. Donc, actuellement, la majorité est en stage. En stage. Et ils ont mis octobre pour se reposer avant de reprendre les cours en novembre. La rentrée est fixée pour le 10 novembre. Le mois de novembre. Le mois de novembre chez nous. D'accord. Donc les étudiants, on est en contact avec eux au niveau de Jean Jaurès. Parce qu'actuellement, ceux qui n'ont pas validé toutes les écus, les matières, ils sont en train de faire les sessions de rattrapage actuellement. Donc pour faire une rentrée saine au début d'année. Et les professeurs, comme je vous l'ai dit, les enseignants, c'est des enseignants. La plupart du temps, c'est des enseignants du public. Voilà. Donc, ces enseignants-là, ils sont contactés, ils sont mobilisés. Ils sont prêts, en tout cas, pour redémarrer l'année avec nous. S'agissant de la réduction de 20%, en fait, nous, on est allé au-delà des 20%. Parce que je vous ai parlé du concours de bourse. C'est ça. Bien avant cette mesure nationale de réduction, on a pensé à alléger la situation aux parents parce que l'école, c'est vraiment un coût. Surtout l'enseignement supérieur de qualité est forcément cher. Voilà, donc on a pensé à alléger le coût en proposant ces concours de bourse qui n'est pas obligatoire, puisqu'on a vu des parents qui disent que ça ne m'intéresse pas. C'est combien vos frais, j'inscris mon enfant.
Parce qu'il y en a qui sont... combien de bourses vous donnez On donne de 25 à 100%. À 100%. Okay. Celui qui compétit, même s'il n'a rien, il a au moins 25% de réduction. Donc c'est à partir de 25% jusqu'à 100%. Okay. Et je peux vous témoigner que l'année passée, il y a eu 3 étudiants qui ont eu 100%. Ah, oui. Dont les parents n'ont absolument rien payé. Parce que les critères qu'on a instaurés permettaient à ces étudiants-là de ne payer aucun franc pour étudier. Voilà. Donc cette année, on a préparé ces concours de bourse. Il y a eu 3 sessions. Il y a eu 2 et la 3e aura lieu en octobre. Et la réduction nationale est venue encore alléger la situation aux familles. On est tous des parents aussi. Oui, bien sûr. Donc on a pris en tout cas positivement cette mesure. D'accord. Ce qui est vraiment appréciable. Elle sera effective parce que nous avons même affiché le taux de la réduction. On a fait une comparaison, un tableau comparatif, comme l'a demandé le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce. Oui, tout à fait. Okay. Donc au lendemain de cet arrêté, on l'a affiché en grand format, aussi bien pour les licences que pour les masters à l'entrée de l'université. Voilà l'ancien prix, voilà le taux de réduction de 20%, le taux en fonction de chaque filière parce que ce n'est pas les mêmes prix. Oui, bien sûr. Et voilà le taux final à payer pour l'année 2025-2026, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord, madame. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui, Batouré, qu'est-ce que vous allez répondre, hein? Quel état d'esprit se trouve aujourd'hui aux étudiants et même les parents d'élèves à l'occasion de cette reprise? L'état d'esprit de nos parents et de nous autres étudiants, il faudrait dire que il dépend de la condition dans laquelle se retrouve l'école, les instituts privés de façon générale. Okay. On ne peut pas, en tout cas, se permettre de dire que c'est une promenade de santé. D'accord. Il y a des situations qui sont là et qui, à tout moment, nous menacent même. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la situation de nos bourses. Voilà. Nos bourses. D'accord. On a parlé des frais de scolarité que les écoles sont censées avoir. Oui. Il y a des arriérés énormes. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 an de retard en matière de bourse. Ah oui. Donc on ne peut pas quand même se permettre de dire qu'il y a parmi nos étudiants qui partent dans ces privés. On parle du privé, c'est vrai, c'est pour aller payer, mais il y en a qui profitent de leur bourse pour se prendre en charge, payer et tout. Maintenant, si on paye à l'heure actuelle les bourses de septembre 2024, alors que nous sommes en septembre 2025, donc il y a 1 an de retard accusé en termes de paiement de ces bourses. Les situations sont un peu difficiles, il faudrait savoir le dire. Nous sommes dans une période de résilience, mais quand même, nous, de notre côté, comme d'habitude d'ailleurs, on essaie de conscientiser, d'appeler nos camarades à plus encore de sacrifices. Mais malgré tout, il faudrait dire aussi que nous invitons et l'État et les écoles à mettre encore plus d'énergie pour que nos camarades puissent être dans leurs droits. D'accord. Par rapport à la réduction? En tout cas, par rapport à la question de réduction, nous, c'est une mission de contrôle que nous allons effectuer pour véritablement voir l'applicabilité. Et maintenant, même les bourses, nous encourageons les écoles qui les font. Il y en a beaucoup d'écoles qui donnent des bourses ou bien qui créent les conditions d'organiser des concours de bourses. Mais souvent, dans l'application ou bien dans l'applicabilité après, on constate qu'il y a des écoles. Hier seulement, j'étais d'ailleurs au niveau de l'ESSEPT ici à côté de l'ORTN. Il y a un camarade qui m'a appelé pour dire qu'il était admis à un concours de bourse et cette bourse, après 2 ans, au fait, normalement, on est censé lui rembourser les frais de formation que l'État a payés. D'accord. Maintenant, les 2 ans après, il n'a pas pu être dans ce droit. Il nous a contactés pour qu'on aille voir quel plaidoyer. Donc, pour dire à certaines écoles, vraiment, de mettre plus de sérieux dans ce qu'ils font, pour que, véritablement, on évite certaines situations, malheureusement, que l'on constate ça et là. Donc, le domaine de l'enseignement privé, il y a véritablement du sérieux quand vous écoutez le docteur Siraj qui parle de leur volonté à aller vers l'enseignement supérieur pour non seulement la question d'accréditation, pour la qualité des diplômes. Quand vous entendez parler de l'ANAQ-Sup, de tout ce qui est créé pour que vraiment il y ait de la qualité, on sent que, et au niveau de la fédération, et au niveau des écoles, il y a cette volonté, et au niveau des étudiants, il y a qui c'est pour du sérieux. Mais malheureusement, comme vous avez su le dire, il y a des situations qui sont là et qu'il faut toiletter. Et nous, notre volonté, c'est qu'à partir de cette rentrée, depuis l'arrivée du CNSP à l'heure actuelle, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il y a beaucoup qui restent. Il y a beaucoup qui restent. Et notre souhait, c'est de voir que vraiment, à partir de cette rentrée, que l'on conjugue ensemble les efforts pour voir comment aller vers cette amélioration, cette qualité dans les écoles, surtout privées au Niger. Merci Batouré, merci beaucoup. Oui,
Monsieur le docteur Gréma. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur l'état d'esprit des enseignants et des parents d'élèves à l'occasion de cette reprise? Et vous avez écouté ce que les gens ont dit. Oui. Bon, nous, au niveau du ministère, c'est un accompagnement. Bien sûr. Voilà. On l'a précisé au début. Voilà. Même s'il y a des frais d'arriéré de scolarité. Oui, je vais voilà, en venir. Voilà. Vous savez, les promoteurs se plaignent beaucoup. Hein. Il faut dire la vérité. Oui, il y a des gens qui ont 3 ans, 4 ans, qui accueillent des étudiants dans leur établissement et qui jusqu'ici rien n'a été fait. Or, s'ils n'ont pas, madame, laissez-moi finir, et s'ils n'ont pas peut-être cet accompagnement, ça va être très difficile de continuer. Oui. Je ne me fais pas le porte-voix, mais c'est la réalité, on doit dire la vérité sur tout ce qui se passe. On fait sortir les étudiants des classes à cause de sur ce plateau, on présente les choses pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Monsieur le ministre, quand il faisait le bilan de 1 an, il avait fait ce plaidoyer. D'accord. Il a bien dit il y a jusqu'à 6 milliards. 6 milliards. Des établissements d'enseignement supérieur privés 6 milliards. Qui sont là. Ouais. Et maintenant, il a donné des consignes à l'ANAP. D'accord. C'est-à-dire que tout décaissement que l'ANAP obtient, il faut qu'on prévoie un pourcentage pour soulager les établissements privés d'enseignement supérieur. D'accord. Et donc, c'est respecté? Oui, c'est respecté. Okay, et donc, on salue vraiment, en tout cas, l'attitude, parce que tout le monde connaît la situation du pays. La situation du on pays, est d'accord. Ce qu'on veut, en tout cas, nous faire endosser dans ce pays-là. D'accord. Voilà, donc vraiment, c'est ce que je vais dire maintenant pour la réduction de 20%. En tout cas, comme l'a dit madame, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont même pas attendu. Mais pour les autres, en tout cas, il y a beaucoup qui nous ont envoyé leur nouveau dépliant avec l'ancien tarif et le nouveau, pour dire, effectivement, nous, dès que le décret a été signé, on a commencé à appliquer. Donc, c'est-à-dire l'application est effective. Maintenant, pour l'accompagnement, moi, je vais laisser faire. D'accord. Voilà. Parce qu'ils ont sollicité des accompagnements. Merci. Voilà, mais je vais laisser docteur Seragi. Oui, merci, docteur. Oui, docteur Seragi, on finit avec vous. Hein. Monsieur Tchemogo. Donc, je vais commencer par un peu vous informer. D'accord. De ce qui se passe, le processus et les dispositifs au niveau des établissements. Depuis qu'il y a eu le LMD, le ministère a demandé à chaque école d'avoir un conseil scientifique. Et le conseil scientifique est bien structuré. Il est dirigé par un professeur de rang. Et le plus souvent, ce sont des universitaires. C'est pour un peu dire que les écoles privées que vous dites, c'est un tout, hein, c'est un pour tout. Tout le monde est dedans. Docteur Grême est dedans. Vous êtes dedans. Ils sont tous dedans. Et je vais vous dire, il n'y a pas que seulement ça. En matière de communication, chaque école a une presse. Et dans les presses, il y a des journalistes spécialistes. Donc si aujourd'hui on est en train de faire des publicités, les gens là sont au courant. Ils sont interpellés. Vous êtes interpellés. D'accord. Merci, conseiller. J'arrive. Dans chaque école, la plupart des grandes écoles, ils ont leur télé, ils ont leurs journalistes censés les conseiller en matière de communication. Ça, je le dis, n'est-ce pas, avec précision. Alors, maintenant, je dois vous parler de recrutement également. Les enseignants sont recrutés à différents niveaux en fonction des textes. Parce que ceux qui enseignent au BTS, ce ne sont pas ceux qui enseignent en licence, ce ne sont pas ceux qui enseignent en master. C'est les grades qui sont respectés. Quand on prend par exemple en BTS, si on peut prendre Bac plus 4 pour enseigner ou Bac plus 5, au niveau du master de licence, c'est des docteurs. Grémena pour pouvoir confirmer ou infirmer. Alors, par rapport au problème de les 20%, j'ai dit, nous sommes en train de respecter la réduction de 20%. D'accord. Mais seulement nous avons demandé des mesures d'accompagnement. En dehors de ces 20%, je précise sur votre antenne, la plupart des écoles ont accordé des bourses aux familles de FDS qui sont tombées, n'est-ce pas, sur le champ de tout à fait. Également, nous avons accordé des bourses aux parents d'élèves pour octroyer à des familles qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens pour payer. Tout à fait. Donc ça, ce sont des efforts, n'est-ce pas, qu'il faut prendre en compte. Maintenant, de l'autre côté, vous avez parlé des arriérés. Pour les arriérés, il a parlé de 6 milliards. Nous avons demandé qu'il y ait un plan d'apurement. Mais malheureusement, quand l'ANAP fait la situation, les mandatements, on envoie au Trésor, il y a un problème. Le processus est lent pour le paiement. Autre chose, pour finir, nous avons, comme il vient de dire, professeur Gréma, nous avons demandé des mesures d'accompagnement. Parce qu'on sait très bien que les tarifs dans certaines écoles ont été des tarifs étudiés en fonction des situations économiques
des fonctionnaires nigériens. Parce que le plus souvent, on accueille les enfants des fonctionnaires. Et c'est là où nous avons demandé à l'État, si vous voulez, n'est-ce pas, que l'école soit tranquille, que ça se passe dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'interruption. Eh bien, nous avons dit, d'abord, en premier lieu, qu'on nous paye ces arriérés-là. La deuxième des choses, il y a des établissements, au niveau supérieur comme au niveau moyen, qui font ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Ils sont dits publics, mais ils recrutent des privés. Encore avec un tarif élevé. Aujourd'hui, en faisant les 20%, j'ai fait un scénario la dernière fois à la formation professionnelle. J'ai dit, vous allez former à 150 pour le BEP. Nous formons à 180. Quand vous faites la réduction de 20%, vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, au même taux ou bien en baisse de leur taux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement, c'est les écoles publiques? Et les écoles publiques ont tout. L'État donne tout, y compris les matières d'œuvre. Alors ceux-là, ils n'ont pas le droit de nous faire la concurrence déloyale. Soit il se passe, il faut ce qui est public parce que oui, soit il faut ce qui est public. Ils ne prennent aucun rang et nous laisser avec la situation pour qu'on puisse gérer, n'est-ce pas? Ça, ce n'est que quelques exemples, n'est-ce pas, de mesures d'accompagnement que nous avons demandées. Je vous remercie. Vraiment, merci, madame. Vous êtes la seule dame sur le plateau. On va vous donner cet avantage. C'est le mot de la fin. Rapidement, on va. Je pense qu'il y a nécessité que ces mesures d'accompagnement-là soient effectifs. Au risque d'impacter la qualité de l'enseignement. Parce que déjà, on nous taxe de faire de la mauvaise qualité par rapport au public. Si encore on nous demande de réduire le taux, je pense qu'il y en a qui vont profiter pour encore baisser la qualité de l'enseignement, en mettant encore plus d'effectifs dans les salles, par exemple. Ou en diminuant la masse horaire. Ça va forcément jouer sur la qualité de l'enseignement. Donc les mesures d'accompagnement sont obligatoires, à mon avis. Maintenant, le mot de la fin, c'est vraiment à l'endroit des étudiants d'abord. Je voudrais leur dire d'être focus sur les études. Vraiment de se dire qu'on va à l'école d'abord pour apprendre. On va à l'école pour en ressortir plus grandi qu'au moment où on est rentré. On va pour apprendre un métier. On va vraiment pour être développé. On ne part pas à l'école juste pour sortir avec un diplôme. Voilà, je voudrais leur dire de croire en leurs rêves et de repousser leurs limites. Aux parents, je voudrais leur dire d'avoir confiance au privé, mais ils peuvent au préalable faire des petites enquêtes pour voir laquelle est la plus sérieuse parce qu'on n'est pas forcément tous bons. Donc aux parents vraiment de se rassurer, d'être rassurés et d'être attentifs. Il y a des bonnes écoles privées même au Niger. Voilà. Maintenant au ministère, vraiment, je voudrais les encourager parce que la tâche n'est pas facile. Elle n'est pas facile. La tâche n'est pas facile. Il y a beaucoup d'efforts qui est en train d'être fait. Vraiment, on le constate depuis 2 ans, comme je l'ai dit. Les choses sont en train de bouger. Depuis l'arrivée, en tout cas, de l'équipe en place, du CNSP notamment, les choses sont en train d'évoluer. Je les encourage à aller dans le même sens. Mais le travail reste il y a beaucoup qui reste à faire. Merci. Merci vraiment, madame, pour votre contribution à ce débat et tout ce que votre établissement, l'Université Jean Jaurès, c'est ça? Parce qu'on a vu, vous avez anticipé même pour donner des facilités aux parents avec ces bourses et autres là, et avec aussi toute la structure qui est là, vous avez mis les moyens pour pouvoir accueillir les étudiants, parce qu'avoir 15-20, souvent c'est ce qu'on reproche, quand il y a beaucoup de monde, c'est très difficile de suivre les cours, mais on a vu déjà vous, à votre niveau, vous avez pris les devants, et j'espère que les autres écoles vont suivre. Et vous avez aussi apprécié tout ce qu'aujourd'hui le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est une réalité qui est là depuis l'arrivée du ministre de l'Enseignement supérieur qui est là. Il fait beaucoup de choses, ça, on le constate, que ce soit dans le public et dans le privé, parce qu'on fait régulièrement ces débats. Ça, vraiment, merci pour votre contribution. Batouré, merci aussi pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous êtes en train de faire à la tête de votre organisation pour ces étudiants et des instituts privés et universitaires. Ça, le contrôle, c'est bien, parce qu'il faut souvent aller sur le terrain, vérifier ce qui se passe. Et ça va rassurer davantage les étudiants qui sont là. Et j'espère que cette question de paiement et d'arriéré de bourse, l'État va prendre, ou le ministère va prendre ça en charge, puisqu'il n'y a pas, même dans le public, on a vu, quand on a fait le débat avec le public, c'est la même chose. Mais j'espère que l'État va prendre les solutions par rapport à ça. Et c'est déjà en train d'être fait, parce qu'on nous a annoncé déjà un programme de paiement des bourses qui a démarré. Et j'espère que vous serez dans les conditions pour cette reprise des activités. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites à la tête de cette organisation. Ce que je voulais dire, voilà, en une phrase. Vraiment, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a décidé vraiment pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur d'harmoniser les différents domaines du RESAO.
Voilà, l'harmonisation, déjà le BTS d'État est harmonisé depuis longtemps. D'accord. De 18, maintenant nous sommes en train de passer à 23 filières. Ok. Maintenant, le domaine sciences agronomiques, il est harmonisé jusqu'à S4. D'accord. Que ce soit au public ou au privé, maintenant c'est le même enseignement qui doit se faire. Et pour les 4 semestres, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui fait agronomie à DIFA, après le semestre 1, il peut venir faire S2 à Tillabéri, il peut venir faire S3 à Maradi et revenir faire S4 à Niamey dans un établissement privé. Par exemple. Donc pour dire, c'est le même contenu, y compris les écus. Ça, c'est déjà fait, l'arrêté est déjà signé. On commence l'application immédiatement. Au niveau des universités arabes, c'est la même chose. Jusqu'au semestre 4, c'est fait. Bientôt, on va finir tout ce qui est domaine sciences économiques et de gestion. Vous voyez tout ce qui a comme formation au niveau du privé. Maintenant, ce sera la même formation au public et au privé. Pour que ça soit vraiment pour que qu'il y ait la bonne qualité. Donc vraiment, je voulais dire non, c'est très bon. Merci. J'espère que c'est bien compris de tout le monde. Merci vraiment, Dr Guerema, pour votre contribution très importante à ce débat parce que ça nous a permis de comprendre comment fonctionnent ces universités privées et instituts. Tout ce que vous avez développé, parce que 197 établissements privés, donc 40, vous avez dit, qui ont carrément fermé, et maintenant il reste encore 150 qui sont là. Il faut mettre un peu d'ordre, parce que beaucoup se plaignent des conditions d'accueil des étudiants dans ces universités privées, où certaines, c'est vrai, ont les moyens, mais d'autres non. Quand on visite ces universités, elles ne ressemblent pas à des instituts ou des universités, il faut dire la vérité. Et je pense qu'avec l'ordre que vous êtes en train de mettre au niveau du ministère, les choses vont aller. Et merci pour tout ce que le ministère est en train de faire par rapport à l'enseignement et privé et même public. Vraiment, merci. Et Dr Siraj, merci aussi pour tout ce que les promoteurs des écoles, des universités privées sont en train de faire. On a vu c'est très difficile, c'est pas facile. Mais bon, pour aussi avoir la qualité, je pense qu'il faut accepter de respecter la réglementation, comme vous l'avez dit, parce que ça vous fera du bien pour que les gens respectent ces écoles. On a l'habitude de dire à l'enseignement supérieur, on ne peut pas faire les omelettes sans casser. Voilà, puisque c'est quand même un investissement que les parents font. Ils payent l'argent pour que les enfants... Ils ont la possibilité de jouer leur rôle au niveau des une formation de qualité. Mais quand un étudiant qui paye son argent pendant 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, il sort avec un diplôme qui ne sert à rien, ça pose problème. Mais je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, il y aura beaucoup d'ordre. Et en tout cas, depuis l'arrivée du CNSP. Vraiment, merci. C'est qu'il faut ajouter dans les écoles, il n'y a pas que seulement la formation pour être employé. Il y a la formation pour s'auto-employer. Pour s'auto-employer. Nous sommes des entrepreneurs. On apprend à beaucoup, n'est-ce pas, à être entrepreneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos sortants output qui sont devenus des entrepreneurs. Merci. Et on va profiter aussi pour demander à tous ces promoteurs de s'unir, parce que plus on est ensemble, on peut donner une formation de qualité. Mais aller en ordre dispersé, chacun crée son école devant sa porte, ça n'a aucun sens. Vraiment, merci. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et toute l'équipe du Grand Débat par ma voix souhaite une bonne rentrée scolaire et une reprise des activités académiques à tous les étudiants, enseignants, élèves et parents d'élèves à l'occasion de cette rentrée scolaire. Excellente soirée à tous. Au revoir.